Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, le gouvernement a donc tenu à ce que ce débat sur les politiques migratoires puisse avoir lieu devant la représentation nationale. D'abord et avant tout parce que cette question, vous l'avez dit, est un sujet de préoccupation pour nombre de nos concitoyens et pour vous aussi, élus, qui représentez des élus et des citoyens dans tous les territoires français. Mais aussi parce qu'il est important, comme l'a dit le Premier ministre, d'en revenir aux faits. Et pour débattre de ce sujet, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian devant l'Assemblée, nous avons d'abord besoin de clarté. Et je concentrerai mon propos sur sa perspective internationale et en particulier européenne. Clarté d'abord sur la situation réelle des migrations vers l'Europe et vers la France. Les mouvements migratoires vers l'Europe, d'abord, diminuent. Ainsi, alors que le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne s'élevait à 1 820 000 en 2015, il est retombé à 180 000, soit 10 fois moins, en 2018. Et pour 2019, la baisse est actuellement de 29% par rapport à l'an dernier. Pour autant, le sujet reste d'actualité, car en Europe, nous le savons, les flux peuvent reprendre, car notamment la situation géopolitique n'est pas stabilisée en Syrie, et je saisis ici l'occasion de condamner très fermement l'offensive turque au nord de la Syrie. Pour la France également, ces flux peuvent reprendre. Parce que la réalité, c'est aussi que notre pays enregistre une forte augmentation du volume de la demande d'asile, alors que la tendance générale en Europe est à la baisse, moins 10% en 2018, alors que la France, elle, enregistre des flux en augmentation de 22%. C'est une singularité française et, comme l'a dit Christophe Castaner, également parce qu'une part importante, plus d'un quart des demandes qui nous sont adressées, émanent de ressortissants de pays du continent européen et de pays sûrs comme le sont l'Albanie ou la Géorgie. Clarté ensuite, au-delà de la situation des chiffres, clarté sur nos valeurs, sur notre histoire et sur nos principes. Notre responsabilité, à cet égard, c'est de toujours rappeler ce que nous sommes et d'y rester fidèles. Rappeler nos valeurs humanistes inscrites dans notre Constitution. Ces valeurs que la France, que l'Europe ne peut renoncer, ces valeurs auxquelles nous pouvons renoncer sans renoncer à nous-mêmes. Alors que nous fêtions les 70 ans du Conseil de l'Europe mardi dernier à Strasbourg, nous ne pouvons relâcher ces principes auxquels nous avons adhéré en tant qu'État, mais également en tant qu'État membre d'organisations internationales et européennes et qui nous obligent. Rappeler également notre histoire d'ouverture. Ceux qui pensent que le continent européen, ceux qui pensent que la nation française s'est construite dans le repli ou dans le rejet de l'autre, méconnaissent notre passé. Car le passé de la France, son identité, ont été forgés, comme beaucoup d'autres pays européens, par la contribution irremplaçable de celles et ceux qui sont venus d'ailleurs. Clarté enfin, et je crois que c'est là l'essentiel aujourd'hui, sur ce que doivent être les grandes orientations de notre action. Aujourd'hui, un constat s'impose. Le système d'accueil et d'intégration que nous avons édifié pour que ces valeurs, ces principes et cet héritage ne restent pas lettre morte est mis à l'épreuve. Il nous faut agir et il nous faut agir maintenant. Agir pour conserver notre capacité à accueillir dans les meilleures conditions ceux qui ont droit à l'asile dans notre pays. Agir pour pouvoir continuer à intégrer à notre société ceux qui viennent d'obtenir la nationalité française ou un titre de séjour régulier. Et surtout agir en Européens et en Europe. Si nous n'agissons pas, nous risquons de voir l'espace Schengen imploser et l'Europe se défaire. Les Européens doivent avancer ensemble sur ce sujet sans attendre qu'une nouvelle crise se profile. Il ne peut y avoir parmi les États membres européens ni ceux qui choisissent la résignation, ni ceux qui choisissent l'indifférence. Nous devons être capables de nous organiser pour offrir humanité à ceux qui demandent protection et fermeté absolue contre les trafiquants et les passeurs qui exploitent la détresse de ceux qui souffrent. C'était l'objet des discussions du Conseil Justice et Affaires intérieures, auquel je représentais Christophe Castaner hier à Luxembourg. Alors, pour conjurer ce risque, nous devons être à la fois efficaces et justes. Notre approche doit prendre en compte l'ensemble des géographies concernées, les pays d'origine et de transit, la Méditerranée et l'Union européenne. Sur ces trois volets, l'Europe a un rôle essentiel à jouer. Il n'y aura pas de vraie solution au défi des migrations si les Européens ne font pas le choix explicite d'agir ensemble. Alors comment pouvons-nous agir ? D'abord, agir en amont.
Le partenariat que nous construisons avec les pays d'origine et de transit repose sur une action commune en faveur du développement. L'aide publique au développement a bien sûr un objectif propre, la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Mais elle est aussi un levier essentiel de notre politique migratoire, et ce pour 3 raisons. D'abord, elle nous permet de mener des actions humanitaires au plus près des populations. La France s'est engagée, engagement répété le 22 juillet dernier à Paris avec le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, à réinstaller 10 000 réfugiés en 2018 et 2019, et 8 500 personnes l'ont déjà été effectivement. Ensuite, notre aide publique au développement permet à nos partenaires du Sud de se doter des capacités indispensables pour maîtriser eux-mêmes les flux migratoires. Car on le sait, le défi migratoire est d'abord un défi pour les pays du Sud. Et tout le sens de notre action est de les aider à y faire face. Enfin, l'aide au développement est essentielle pour traiter dans la durée les causes profondes des migrations irrégulières. Nous devons aider les populations tentées par l'émigration par désespoir à retrouver des perspectives, un avenir et des conditions économiques de développement là où ils vivent. Et c'est pour mieux affronter ces défis que notre aide publique au développement sera portée à 0,55% de la richesse nationale d'ici la fin du quinquennat. Ce partenariat avec les pays d'origine et de transit, nous y travaillons au plan national, mais également au plan européen, et notamment dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, le budget européen 2021-2027, qui prévoit des instruments de financement dédiés au sujet migratoire, notamment sur les enjeux capacitaires, c'est-à-dire la capacité des pays du Sud à avoir de réels systèmes de gestion de leurs frontières et un renforcement de leur état civil. C'est 10% de l'enveloppe de ce nouvel instrument de coopération et de développement international que la France demande à voir alloué à ces questions. C'est une priorité des négociations que je porte avec mes homologues sur ce budget. Deuxième enjeu européen d'action, c'est l'action que nous devons mener ensemble face aux situations d'urgence, comme en Méditerranée. L'an dernier, 2000 personnes ont péri en mer aux portes de notre continent. C'est inacceptable et nous devons nous mobiliser. Nous devons, comme l'a rappelé Christophe Castaner, mettre en place un mécanisme de sauvetage et de débarquement pérenne et efficace. Le président de la République l'a proposé afin de trouver une solution européenne collective, de responsabilité, de solidarité. Des avancées ont été obtenues le 23 septembre à La Valette, mais les migrations ne sont pas seulement la question de ces 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, Malte et la France. C'est pour cela qu'hier, au Conseil JAI à Luxembourg, avec le soutien d'autres États membres, nous avons réussi à créer une dynamique positive et je peux ici vous assurer qu'une dizaine de pays sont prêts à participer, ou en tout cas déclarent être prêts à participer, au prochain débarquement. C'est un mécanisme temporaire, c'est un mécanisme volontaire. Je rappelle ici, pour la bonne compréhension de tous, que le nombre de personnes concernées par ces débarquements a été de 600 personnes pour la France, 300 personnes pour l'Allemagne, 60 personnes pour le Luxembourg. Donc nous sommes bien face à un enjeu humanitaire, ce qui vous explique qu'il y aurait un effet d'attraction, une submersion, comme certains aiment à appeler, et je pense en des termes qui sont absolument condamnables. Il y a bien là d'abord et avant tout un enjeu humanitaire à nos portes, aux portes de notre continent. Et puis troisièmement, nous devons agir ensemble sur le sol européen. Nous devons poursuivre nos efforts pour mieux contrôler nos frontières extérieures. L'agence Frontex pourra désormais mobiliser 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières dans les prochaines années, afin d'aider les États membres en matière de contrôle frontalier et de reconduite. Il y a là un enjeu de souveraineté européenne évident. Il faut bien sûr refonder Schengen. Schengen est né sur 2 jambes, la liberté intérieure de circulation et de réels contrôles aux frontières extérieures. Depuis maintenant 30 ans, ce système est boiteux. La jambe de liberté intérieure est forte, la jambe de protection de frontières extérieures est faible. Il nous faut donc refonder ce système pour préserver notre liberté de circulation en Europe. Si nous voulons que la règle selon laquelle le pays de première entrée est l'État membre chargé de l'examen des demandes, pour que ce soit mieux appliqué, eh bien, il nous faut créer de la solidarité. L'Italie, la Grèce, l'Espagne ne peuvent pas seuls gérer le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, car il est profondément déséquilibré. C'est l'un des enjeux de la révision du régime d'asile européen, le fameux règlement de Dublin, qui doit nous permettre d'harmoniser nos systèmes nationaux et de limiter ces demandes multiples et parallèles de plusieurs demandes d'asile dans plusieurs pays à la suite, qui, on le voit, créent des mouvements secondaires qui sont extrêmement difficiles à contrôler. C'est là l'essentiel de notre action pour les prochains mois. Ursula von der Leyen a annoncé vouloir un pacte asile-immigration. La France est à ses côtés et je peux vous dire qu'il y a eu aujourd'hui
une unanimité en Europe sur le besoin de refonder profondément ces deux piliers d'asile, d'immigration et d'espace Schengen. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, notre modèle d'accueil et d'intégration est, je crois, l'honneur de notre République. Notre devoir est bien de tout faire pour en préserver la viabilité. En plus d'y consacrer nos politiques nationales, nous y employons, vous le voyez, nos leviers d'action internationaux et européens. Mais pour mieux répondre aux défis migratoires d'aujourd'hui et de demain, nous avons également besoin de vous, élus de nos territoires. Et je sais à cet égard la qualité des travaux du Sénat, informés et sérieux sur les thèmes de nos débats. Et je suis donc particulièrement heureuse d'échanger avec vous sur ces sujets, dans la transparence et la responsabilité, sous le regard des Français. Je vous remercie.